Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Après l'adoption d'une motion de rejet sur le projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a été mise en place par le gouvernement pour tenter de parvenir à un accord avec la droite autour du texte déjà voté par le Sénat. À cette occasion, les matins ont décidé de donner la parole au Rassemblement national pour comprendre la logique à l'œuvre, pour comprendre également quelle est véritablement la politique du Rassemblement national en matière d'immigration. Bonjour Edwige Viaz. Bonjour. Vous êtes députée RN de Gironde et vous êtes membre suppléante de la commission mixte paritaire qui se réunit aujourd'hui pour tenter de trouver donc un accord autour du texte voté au Sénat sur l'immigration. Expliquez-nous tout d'abord, Edwige Viaz, pourquoi le Rassemblement national a refusé le premier projet. Parce que le texte qui nous a été présenté initialement par Monsieur Darmanin, c'était du « en même temps ». Et le problème, c'est qu'en matière d'immigration, vous ne pouvez pas durcir les règles et en même temps les assouplir. Et nous considérions que ce projet était dangereux pour les Français et surtout qu'il ne correspondait pas à leurs attentes. L'immense majorité des Français souhaitent un durcissement des règles en matière de droit du sol. Or, ce projet de loi visait à les assouplir. Une majorité des Français est opposée à l'aide médicale d'État et veut la remplacer par une aide médicale d'urgence. Or, ça n'était pas prévu dans le texte. Les Français en ont assez de se voir imposer dans leur campagne une répartition de migrants. Or, c'est précisément ce que proposait ce texte. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, nous avons décidé de nous opposer à ce texte qui est un funeste projet de M. Darmanin. Mais alors donc ça veut dire qu'il y avait au moins une partie qui vous plaisait ? Oui, tout à fait. Il y avait une petite partie qui nous plaisait parce que elle proposait des mesurettes administratives qui permettaient de faciliter l'expulsion de délinquants étrangers. Or, rien n'oblige M. Darmanin à nous présenter un texte qui fait du « en même temps ». C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, et c'est pour ça que Marine Le Pen a déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons présenté un texte qui vise exclusivement à expulser les délinquants étrangers. Donc en fait, c'est possible. Et M. Darmanin s'entête à vouloir faire du en même temps. Le gouvernement s'entête à vouloir nous présenter un projet qui va expulser un petit peu et régulariser beaucoup. Bon, alors donc ça c'était le coup d'éclat en quelque sorte, mais alors si je lis l'opinion aujourd'hui, Edwige Viaz, eh bien apparemment le Rassemblement national est aujourd'hui plutôt dans un climat morose puisque vous êtes spectateur entre les Républicains et le gouvernement qui discute sans vous d'un projet de loi définitif. Alors, sur la morosité, moi je la conteste absolument. En revanche, s'il y a bien un groupe qui est morose, c'est peut-être celui de la majorité présidentielle. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que derrière ce projet de loi immigration, la question de l'immigration est totalement prise en otage par des ministres qui ont peur de quoi ? Qui ont peur pour leur petite place. En fait, Madame Borne, c'est que si elle ne réussit pas ce coup-là, ça va être difficile pour elle, tout comme Monsieur Darmanin, qui s'est quand même pris une véritable gifle la semaine dernière, à l'occasion de la motion de rejet. Et puis derrière, vous voyez l'ombre de Monsieur Le Maire qui se verrait bien Premier ministre. Donc, la morosité, elle n'est pas dans notre camp. Apparemment, Jordan Bardella se verrait bien aussi Premier ministre, d'après ce que j'ai compris. Oui, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, ce que nous appelons de nos vœux. Et en ce qui concerne le spectacle que vous dites que nous observons entre la majorité et les Républicains, bon, ça appelle plusieurs remarques. Déjà, vous dire que si la majorité décide de négocier avec les Républicains, c'est parce que les Républicains sont le maillon faible de cet hémicycle, parce que c'est surtout ceux qui ont permis à la majorité de rester en place, parce qu'à chaque fois que le Parlement a déposé une motion de censure, les Républicains ne l'ont jamais votée, et donc c'est systématiquement les Républicains qui ont servi à la fois de marchepied, mais à la fois de sauveur de cette majorité. Et puis vous savez, au RN, on n'aime pas trop ces petites tambouilles parlementaires, le fait qu'on se réunissent avant une commission parlementaire. Hier, il y a eu des réunions obscures, nocturnes, qui se sont tenues à Matignon. Écoutez, nous, notre programme en matière d'immigration, il est très clair. Il est disponible sur le site internet du Rassemblement national. Nous, députés RN, avons été élus sur ce projet et nous le défendrons. Très clair, c'est ce qu'on va voir, parce qu'il y a quand même une question, Edwige Viaz, c'est celle des métiers en tension. Alors vous déniez le fait que ces métiers en tension ont besoin d'une immigration pour être pourvus et donc pour la collectivité nationale ? En fait, je dis que ça fait 40 ans qu'on nous explique que les Français sont des feignants qui ne veulent pas faire tous les métiers et que donc la solution à cette question, c'est faire venir de l'immigration. Ça fait 40 ans qu'on le fait, ça fait 40 ans que ça ne fonctionne pas. Il y a dans notre pays 5 millions de Français qui souhaitent travailler. Pourquoi ça ne fonctionne pas ?
pour à peu près 350 000 offres d'emploi disponibles. Ça ne fonctionne pas parce que, si vous voulez, le gouvernement ne crée pas les conditions, des conditions économiques favorables. Et nous, au Rassemblement national, nous sommes très soucieux de la préservation du pouvoir d'achat des salariés. C'est la raison pour laquelle, et en même temps, nous souhaitons privilégier, favoriser, pérenniser la compétitivité des entreprises. Vous n'êtes pas nécessairement contre l'immigration, parce que pour que les gens puissent s'intégrer, pour que l'économie fonctionne, il faut qu'il y ait des Diaz, des Erner, c'est-à-dire des noms pas forcément d'origine française qui viennent travailler en France. Alors juste, je finis sur la question de la préservation de la compétitivité des entreprises et de la préservation du pouvoir d'achat des Français. Nous avons présenté, et je regrette sincèrement que la majorité se soit opposée à notre proposition, nous avons dit, écoutez, on dit aux chefs d'entreprise, augmentez le salaire de vos agents, de vos employés de 10%. Et en échange, vous êtes exonérés de cotisations patronales. Parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, je voudrais bien augmenter les salaires, mais le problème, c'est que je ne peux pas en plus payer les charges. Ça, on a compris la question du pouvoir d'achat. Sur la question de l'immigration, sur ces gens, peut-être dans votre famille, à coup sûr dans la mienne, qui sont venus en France et qui se sont intégrés, ont fait en sorte que la collectivité nationale s'améliore. Nous sommes particulièrement, farouchement opposés à l'immigration. Vous me répondez pas sur vous. Je vous réponds en fait que nous, on fait la distinction entre l'immigration régulière et l'immigration irrégulière. Ma famille n'est pas arrivée en France de manière irrégulière. Mais je ne suis pas venue ici pour parler nécessairement de moi. Je vous dis juste juste prendre des exemples de biographie. Oui. Mais au RN, ce qui est important pour nous, c'est de lutter contre l'immigration irrégulière. Alors, ce que je ne comprends pas, juste une chose. Je peux peut-être finir juste sur l'immigration régulière. Je vous en prie, excusez-moi. Pour nous souhaitons que les demandes d'asile soient formulées dans les pays d'origine. Parce que le problème, c'est qu'en France, vous avez des personnes qui rentrent illégalement sur le territoire national et qui sont quasiment inexpulsables parce que 95% des déboutés du droit d'asile restent en France et les délinquants ou même les étrangers en situation irrégulière qui sont frappés d'une OQTF, on sait que seulement 7% des OQTF sont exécutés. En clair, en France, tout le monde rentre et personne ne sort. Bon, alors dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi l'un des membres de votre groupe, Hervé de Lépinot, a déposé un amendement dans lequel il demande la régularisation des travailleurs dans le vignoble. Alors, moi, je comprends tout à fait que le vignoble a besoin de main-d'œuvre et pourquoi pas de main-d'œuvre émigrée. Mais alors, si on le comprend dans certains secteurs, pourquoi ne pas le comprendre dans l'autre ? Non, mais nous n'avons jamais déposé un amendement visant à demander la régularisation des clandestins. Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde en France sait que le RN est opposé. J'ai pas parlé de régularisation de clandestins. J'ai dit utilisation d'immigrés dans des métiers en tension, dont par exemple le vignoble, ce qu'on sait tous que l'amendement ne parlait pas de ça en fait. L'amendement demandait juste à ce que des vérifications en matière de régularité de titre de séjour soient opérées par exemple par les agences d'intérim plutôt que par le petit patron ou alors même le les patron agences d'intérim. individuel. Mais vous trouvez ça parce que non, mais en fait le problème c'est que l'État. Les agences d'intérim, c'est rajouter une structure en plus, peut-être diminuer la compétitivité du vin français. Non, mais c'est exactement ce qui se passe. En l'occurrence pour le vignoble, les vignerons sont déjà surchargés de démarches administratives et donc souvent délèguent le recrutement de personnel temporaire à des agences d'intérim. Et nous avons juste demandé à ce que, en cas de contrôle, si une personne travaillait alors qu'elle était en situation irrégulière, nous demandons que le contrôle et la sanction pèsent sur les professionnels de ce métier, c'est-à-dire en l'occurrence les agences d'intérim. Donc voilà, il n'y a aucune volonté de faire venir davantage d'immigration, qu'elle soit régulière ou irrégulière du côté du Rassemblement national. Mais ça, c'est exactement les éléments de langage de M. Darmanin, parce que M. Darmanin, il est fébrile, parce que M. Darmanin, il tombe dans la caricature, et M. Darmanin a eu raison d'être fébrile pour le coup, parce qu'on voit bien que la motion de rejet lui a apporté un véritable camouflet. Bon, mais alors, donc, ça c'est pour l'aspect politique des choses, mais pour l'aspect économique, comment allez-vous résoudre, comment résoudriez-vous cette question donc des métiers qui ne trouvent pas preneur dans le bâtiment, dans le domaine de la restauration, tous ces domaines, y compris d'ailleurs celui du vignoble, puisqu'on est tous, vous et moi, attachés au vignoble français, Edwige Diaz. Alors, en l'occurrence, pour le bâtiment, le sujet du bâtiment, c'est pas le recrutement de personnel supplémentaire, c'est essayer de traverser cette crise du logement, parce que si la crise du logement persiste, ce sont 100 000 emplois qui vont être supprimés
supprimés d'ici 2025. Mais d'une manière générale, pour les métiers qui peinent à recruter. Je le dis, il faut se consacrer sur la revalorisation salariale pour fidéliser les employés, pour rendre ces métiers attractifs. Donc, je répète la proposition de Marine Le Pen, valoriser de 10% les salaires moyennant une exonération des cotisations patronales. Il y a une question de logement aussi. Tous les salaires ? Non, dans la limite de 3 fois le SMIC. En gros, les métiers qui sont les moins qualifiés et les moins bien rémunérés. Alors comment financez-vous cette mesure ? Je le dis en fait, là, c'est une mesure qui ne coûte rien à l'État. Là, c'est un deal gagnant-gagnant que nous proposons aux chefs d'entreprise. Vous augmentez de 10% les salaires et en même temps, vous ne payez pas de cotisations patronales. Après, évidemment, elle coûte à l'État puisqu'il y a un non perçu. Non, justement, ça ne coûte pas. C'est juste un manque de recettes supplémentaires. Oui, mais c'est une question de choix politique que de vouloir favoriser l'emploi, que de vouloir pérenniser la compétitivité des entreprises. Et donc oui, ça passe par un effort de l'État, mais en l'occurrence, c'est juste accepter qu'il y ait un manque à gagner. Vous savez, je veux dire, en France, on paye suffisamment d'impôts. Le pays fait partie des pays les plus taxés du monde. Et donc moi, je ne m'offusque pas quand on dit au patron, vous allez être exonéré des cotisations patronales alors, si vous augmentez. Pourquoi dans ce cas-là, le Rassemblement national s'est-il opposé à la hausse du SMIC ? C'est parce que c'est pas la même chose. Précisément, la hausse du SMIC engendre une augmentation des cotisations patronales aussi. C'est pas du tout ce qu'on demande. Nous, en clair, nous voulions une augmentation des petits salaires. Donc, je vous l'ai dit, dans la limite de 3 fois le SMIC. Mais non, parce que du coup, vous portez atteinte à la compétitivité des entreprises. Et moi, je connais beaucoup de chefs d'entreprise en France et particulièrement dans ma circonscription qui me disent, Edwige, je peux payer plus cher mes salariés. C'est ce que je voudrais d'ailleurs parce qu'ils le méritent, mais je peux pas payer les charges. Et donc, je le disais, revalorisation des salaires, gérer la pénurie de logements, parce que vous voyez, moi je suis en Gironde, à Arcachon par exemple, nous avons des restaurateurs qui cherchent par exemple à embaucher des serveurs, des plongeurs, sauf que avec les salaires qui leur sont accordés, ils ne peuvent pas se payer un mois de loyer à Arcachon. Et il y a aussi la question de la formation professionnelle qui est un sujet sur lequel il faut travailler également. Edwige Diaz, vous êtes députée Rassemblement national de Gironde. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez avec une journaliste et philosophe italienne. Vous dialoguerez avec elle. Elle s'appelle Anna Bonalume. Et j'ai souhaité justement confronter votre programme à celui qui est mis en place en Italie. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, nous continuons à parler du projet de loi immigration, discuté aujourd'hui lors de la commission mixte paritaire. Nous sommes en compagnie de la députée Rassemblement national de Gironde, Edwige Diaz, et nous accueillons la journaliste et philosophe italienne Anna Bonalume. Bonjour. Bonjour. Anna Bonalume, on va avec vous tenter de décrire ce que Giorgia Meloni a fait, notamment en matière d'immigration. Mais avant ça, Edwige Diaz, j'aimerais une réaction à ce que mon camarade Jean Lémarie vient de dire sur le projet de loi immigration et la manière dont la droite pourrait offrir un appui essentiel au gouvernement. Oui, mais ça ne serait pas la première fois que les LR sauvent la tête du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle Madame Borne essaie de leur faire tend la main et presque les supplie de bien vouloir venir à son secours. Or, comme vous l'avez très justement précisé, c'est pas parce que la CMP devenait conclusive tout à l'heure. La commission mixte paritaire. Voilà, la commission mixte paritaire, c'est pas parce qu'il y avait à laquelle vous appartenez. Voilà, s'il y avait un accord tout à l'heure au sein de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire entre les Républicains et la majorité, c'est pas dit que l'aile gauche de la majorité et que la NUPES vote en faveur de ce texte. Ça n'est pas d'ailleurs dit que nous, au RN, on vote en faveur de ce texte. En tout cas, en l'état actuel des choses, nous ne le voterons pas. Mais en fait, ce qui se joue... Pour des raisons politiciennes Ah non, pour des raisons de conviction. Je l'ai dit, nous, dès lors que ce texte continuera de proposer la régularisation massive des clandestins, le maintien de l'aide médicale d'État, pas d'assouplissement en matière de droit du sol et la répartition des migrants dans nos campagnes, c'est sûr que nous nous opposerons à ce texte. Et donc juste ce que je veux dire, en fait, le destin des LR est un petit peu lié à celui de la majorité, parce que si jamais il n'y avait pas d'accord sur ce texte, que la majorité encaissait encore un camouflet, qu'est-ce qu'il resterait comme solution à Emmanuel Macron? Il resterait la solution de la dissolution de l'Assemblée nationale. Or, les Républicains n'ont pas du tout envie de repartir devant les électeurs parce qu'ils savent qu'ils seraient perçus comme les marchepieds, comme les sauveurs des macronistes, et donc ils risqueraient une sanction électorale. Et par ailleurs, on sait, pour lire quelques indiscrétions, que beaucoup de députés les Républicains ne rêvent que d'une chose, c'est devenir ministre d'Emmanuel Macron.
Anna Bonalum, vous êtes journaliste, philosophe italienne. Ce type de discussion, ça vous rappelle des choses qui se déroulent en Italie, qui se déroulaient, parce que maintenant c'est Giorgia Meloni qui est au pouvoir, et sa politique migratoire, j'imagine, a dû changer. Oui, effectivement, l'immigration était la priorité numéro un de campagne de l'actuelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, chef du parti Frères d'Italie. Et pourtant, aujourd'hui, elle a enregistré son plus grand échec dans ces secteurs, enfin, ces domaines. Et elle a mis ces dimanches, lors du festival politique d'extrême droite à Rome, auquel ont participé Elon Musk et le Premier ministre britannique Sunak, elle affirmait qu'elle n'avait pas été en mesure de tenir sa promesse de campagne de réduire l'afflux des migrants clandestins. Et donc, elle a qualifié la migration de phénomène le plus complexe qu'elle a jamais dû se retrouver à gérer, en fait. Donc, effectivement, elle a essayé par plusieurs décrets-lois immigration de régler, créer un code de conduite pour les ONG, les empêchant de réaliser plusieurs sauvetages à la fois. Et aujourd'hui, pourtant, le gouvernement a dû accepter les gouvernements d'extrême droite qui avaient promis l'arrêt de l'immigration a dû accepter l'entrée dans la péninsule sur les 3 ans à venir de 452 000 étrangers et immigrés légaux et sélectionnés, mais qui vont en fait répondre aux besoins de l'industrie italienne. Qui en demandait 800 000, donc qui en demandait plus pour mesurer le besoin perçu par les employeurs. Alors ça, Edwige Diaz, évidemment, c'est un exemple qui doit, j'imagine, faire réfléchir au Rassemblement national. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment vous situez-vous par rapport au volte-face de Giorgia Meloni? Alors déjà, vous indiquez que nous, notre allié, ça a toujours été Matteo Salvini. Et que, en tant que député de la nation française, il ne m'appartient pas de commenter les décisions de politique étrangère. Mais comme vous m'interrogez, je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Déjà, vous dire en posant le constat que la situation en Italie n'est pas la même qu'en France. Déjà d'un point de vue démographique, mais aussi d'un point de vue économique. Et surtout, l'Italie entretient un lien de dépendance avec la Commission européenne, dont on sait qu'elle est particulièrement immigrationniste. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en 2021 a été voté le plan de relance suite au Covid. Et les subventions allouées à l'Italie dans le cadre de ce plan de relance s'élèvent à 68 milliards d'euros. Alors qu'en France, par exemple, c'est 40 milliards d'euros. Mais il y a aussi l'aspect prêt. Et la Commission européenne prête à l'Italie 122 milliards d'euros, alors qu'à titre de comparaison, la France ne bénéficie pas de prêt de la Commission européenne. Donc, en fait, et puis en fait, cet argent, que ça soit par voie de prêt ou par voie de subvention, n'est pas octroyé sans aucun contrôle. Il est soumis à des conditions, et notamment des conditions en matière de réforme et aussi de changement de politique. En fait, il y a une pression financière qui est exercée en matière de souveraineté, notamment en matière d'acceptation de migrants. Donc Madame Meloni est obligée de composer avec. Clairement, moi je regrette sa décision d'accueillir 450 000 migrants supplémentaires. Et nous, maintenant, en tant que responsables politiques français, notre travail, ça va être de faire en sorte que ces personnes ne rentrent pas en Italie pour ce motif du travail et qu'elles ne terminent pas en France. Jean Lémarie. Giorgia Meloni, effectivement, ces derniers mois, a plus que tendu la main à la Commission européenne. On l'a vu par exemple avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à Lampedusa. Ça, c'est vraiment un symbole très fort. Ce que dit Giorgia Meloni sur tous les tons, c'est nous, Italiens, nous, gouvernement d'extrême droite en Italie, gouvernement auquel appartient votre allié Matteo Salvini, nous avons besoin de nos partenaires européens. Il y a une réalité très forte de l'immigration, il y a une réalité de la demande d'asile qui augmente considérablement. Nous ne pouvons pas rester seuls. Est-ce que vous voulez laisser seuls vos amis italiens? Edwige Diaz. Non, mais nous sommes favorables au principe de la double frontière, c'est-à-dire en fait une frontière à l'échelle
de l'Union européenne, gérée notamment par Frontex. Frontex qui ne doit plus être une agence d'accueil pour migrants, mais qui doit vraiment être un agent de protection des frontières. Et ensuite, nous souhaitons, au RN, favoriser les protections des frontières de notre sur territoire Frontex, national. Edwige Diaz, pardonnez-moi, je vous interromps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il faut renvoyer les bateaux de migrants, les empêcher d'accoster? Oui, en fait, c'est ça. Et pour le coup, je veux un petit peu Alors, tempérer donc les laisser, propos, par exemple, se noyer jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, concrètement, je ne comprends pas comment Alors vous nous, faites. ce que nous souhaitons, c'est, et d'ailleurs Madame Meloni continue de s'inscrire dans cette démarche-là, c'est que nous voulons empêcher les départs et accélérer les retours. C'est-à-dire qu'il faut travailler en étroite collaboration avec les pays, notamment africains, si on parle de la Méditerranée, pour qu'ils empêchent les départs. Et une fois que les bateaux de passeurs qui sont des trafiquants d'êtres humains se retrouvent en mer, il est bien sûr hors de question de laisser ces gens se noyer. Mais il faut reconduire ces bateaux dans leur pays de départ, dans leur port d'origine, faire en sorte qu'ils ne soient pas en danger une fois revenus sur place. Mais en aucun cas, il faut que ces bateaux finissent par arriver sur nos côtes européennes et plus particulièrement françaises, parce qu'on sait qu'une fois que les bateaux sont arrivés en France, les migrants se disséminent dans la nature et ont de plus en plus de chances d'être régularisés, notamment depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Je précise que depuis 3 ans, il a permis la régularisation de 170 000 clandestins. Anna Bonaloum, ça vous rappelle, j'imagine, des débats italiens, tout ce que l'on vient de se dire? Absolument oui, mais en ce qui concerne la question démographique, bien sûr que cette question, Madame la députée, se pose même en France, puisque le président du MEDEF hier, dans un entretien, il a souligné qu'il manqueront 31 millions d'actifs d'ici 2050 et qu'il demande des travailleurs venant de l'étranger. Donc, en France, vous serez dans la même situation qu'en Italie. Il faudra accueillir des migrants qui feront partie des entreprises, vont travailler dans les entreprises françaises. En tout cas, par rapport à la question du rapatriement des migrants, c'est ce qu'elle a essayé de faire Madame Meloni en Italie, c'est-à-dire qu'elle a essayé de discuter avec la Tunisie, par exemple, un pays des départs important qui actuellement vit une crise sociale, économique importante, et elle a essayé de négocier avec le président Sayed en fait une gestion de la part de la Tunisie de départ, et en fait, mais dans un premier temps, cet accord semblait passer, semblait en fait validé par la Tunisie, et dans un deuxième temps, le président a décidé que c'était pas le cas, il n'était plus d'accord, et donc voilà, vous voyez en fait la difficulté aussi de gérer, comme vous dites, vous parlez de rapatriement et de la gestion de la part de pays du nord de l'Afrique, mais ça c'est très compliqué, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s'est retrouvée dans la situation de faire face aux alliances nécessaires et très compliquées, très complexes à mettre en place avec d'autres pays de l'Afrique du Nord pour essayer de gérer le phénomène migratoire. Donc effectivement, c'est une question très complexe, et Madame Meloni a essayé à plusieurs reprises par des décrets-lois de gérer cette question au niveau intérieur, mais ça a été très... On voit que c'est difficile. Oui. Edwige Diaz, en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple italien, c'est que Giorgia Meloni a été élue sur un programme proche du vôtre. Elle ne peut pas l'appliquer parce que, malheureusement pour elle, la réalité est têtue et la question migratoire, la question démographique, la question économique fait que votre équation est insoluble. Oula. Alors, d'abord, je demande aux Français de nous élire, et après, on leur fera la démonstration que notre solution que nos propositions ne sont pas insolubles. Pour rebondir sur la seconde partie de ce qu'a dit notre interlocutrice, en ce qui concerne l'accord avec la Tunisie. La Tunisie a bénéficié d'un accord s'élevant à 67 millions d'euros précisément pour gérer le rapatriement des bateaux sur ses côtes. Eh bien, si la Tunisie n'est plus en mesure d'honorer son accord, il faut évidemment cesser le versement de ces fonds. Par ailleurs, nous, au Rassemblement national, nous sommes favorables à conditionner les aides au développement que l'Union européenne et que la France accordent à ces pays par lesquels
passent beaucoup de migrants, eh bien, si des pays ne font pas leur travail, c'est-à-dire de maintien sur leur sol des migrants que nous ne souhaitons pas accueillir en France, il faut bien évidemment ne pas leur accorder d'aide internationale. Nous pouvons aussi exercer une négociation, voire une pression en matière de délivrance de visas, notamment de visas étudiants. Et enfin, vous savez, si on tape ces pays-là au portefeuille et si nous leur disons, si nous surtaxons les transferts d'argent de vos ressortissants vers votre pays, je pense que les rentrées financières sont suffisamment importantes pour permettre à ces pays-là de réfléchir. C'est une proposition qui ne sera jamais acceptée internationalement. Par qui ? Parce que les règles internationales empêchent de manière arbitraire de taxer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, qui s'appelle la diplomatie, et je fais absolument confiance. La diplomatie ne permet pas de faire une mesure discriminatoire. Écoutez, il y a la diplomatie, il y a la révision de nos règles, il y a la révision de nos lois, il y a la révision de notre constitution aussi, mais moi je ne me lève pas tous les matins pour faire de la politique qui soit une politique de fatalité. Et donc sur le deuxième point, sur la question de la main-d'œuvre, notre interlocutrice a dit que d'ici 2050, nous allons avoir besoin de 3 millions de personnes susceptibles de travailler dans certains métiers. Eh bien, précisément, nous sommes en 2024, ça nous fait 25 ans. 25 ans, c'est une génération. Et donc, nous, plutôt que de favoriser l'arrivée de migrants sur notre territoire, nous voulons, par exemple, relancer la natalité en France. Donc, en fait, vous avez des choix politiques qui s'offrent à vous, ou vous faites venir des personnes de l'étranger, ou sinon, vous relancer la natalité. Comment vous y prenez ? En redonnant du pouvoir d'achat aux familles, en les incitant à faire des enfants, en créant un environnement favorable pour l'épanouissement et le développement familial. Ça fait partie des choses, des pistes à explorer. La politique familiale n'est pas du tout mise en place dans notre pays. Et d'ailleurs, même M. Hollande l'a largement sacrifié et M. Macron en a fait de même. Et sur les personnes qui sont aujourd'hui disponibles pour travailler, nous n'avons, je le répète, pas besoin de migrants parce que je rappelle que nous avons un certain nombre de Français, de millions de Français qui sont au RSA, donc il faut rapprocher ces personnes éloignées de l'emploi vers le travail. Il faut remettre au travail ou mettre au travail les jeunes. C'est pour ça que nous souhaitons l'abaissement de l'âge de l'apprentissage à 14 ans. Et je rappelle juste que Emmanuel Macron a fait voter une loi l'année dernière, la réforme des retraites, qui oblige les Français à travailler 2 ans supplémentaires. Donc en matière de main-d'œuvre, je pense que nous avons ce qu'il faut en France. Jean Lémarie. Nous sommes à 6 mois des élections européennes. Actualité européenne aussi sur l'immigration, avec les discussions sur ce pacte asile-immigration qui est en discussion depuis très longtemps maintenant. Aujourd'hui, les députés européens et les représentants des 27 vont essayer à nouveau d'avancer. C'est difficile, c'est compliqué. Au cœur de ce texte, de cet ensemble de textes, il y a ce mécanisme de solidarité obligatoire pour aider notamment les pays méditerranéens dont on parle, puisqu'on évoquait l'Italie, ces pays qui accueillent de très nombreux migrants. Les autres pays européens devraient accueillir chaque année un certain nombre de ceux qui arrivent, 30 000 chaque année. Vous vous êtes opposé depuis des mois à ce système, à ce principe de solidarité. Je vais vous reposer la question que je vous posais tout à l'heure, Madame la députée. Pourquoi voulez-vous laisser seuls en première ligne les pays méditerranéens ? Parce que ça serait trop facile en fait et ça nous permettrait de laisser la Commission européenne avancer son agenda européiste. En quoi consiste ce pacte d'immigration ? C'est la réalité aujourd'hui du terrain. Particulièrement dangereux. Oui, mais en fait, vous continuez d'alimenter des appels d'air quelque part. Et nous ne sommes pas favorables à un envoi de signaux qui diraient à la terre entière, venez au sein de l'Union européenne parce que de toute façon, on vous accueillera, on vous répartira, on vous aidera. Et par exemple, une fois qu'un étranger est arrivé en France, vous savez combien ça coûte ? Les prestations sociales au bénéfice des étrangers arrivés en France, selon l'OCDE, c'est 20 milliards d'euros. Et moi, je le dis, l'OCDE là-dessus, je préfère qu'ils servent d'abord à la solidarité soyons nationale. Précis, ce que dit aussi l'OCDE là-dessus, c'est que les étrangers ne coûtent pas plus à la collectivité qu'ils ne rapportent. En l'occurrence, il y a 9 milliards d'euros par an qui sont attribués aux étrangers dans le cadre des allocations familiales. Et moi, j'assume de dire qu'au Rassemblement national, nous souhaitons que les allocations familiales soient réservées aux familles françaises. Donc, je reviens sur ce pacte asile-immigration que nous combattons. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on transfère notre souveraineté en matière de politique migratoire à l'Union européenne. Nous souhaitons, nous, être maîtres chez nous. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons aussi qu'il y ait un référendum constitutionnel pour sanctuariser le fait que la France doit rester maîtresse en matière de gestion de politique migratoire. C'est-à-dire que comment voyez-vous les choses ? Eh bien, par exemple, référendum vous voyez, nous, on ne souhaite pas que la France soit
obligées par l'Union européenne, si elles ne souhaitent pas accueillir les 70 millions de migrants qui doivent être répartis au sein de l'Union européenne sur injonction de la Commission européenne, nous ne souhaitons pas être sanctionnés. Oui, 70 millions de migrants qui vont être répartis au sein de l'Union européenne. Et si jamais un pays ne souhaite pas, sur les quelques prochaines années, mais en fait pour chaque pays qui ne souhaite pas accueillir sa part de migrants, je mets des guillemets à sa part de migrants, ça serait une amende de 20 000 euros. Ça a été confirmé par la ministre chargée des Affaires européennes. Vous vous rendez compte que c'est 20 000 euros. C'est plus qu'un an de SMIC. Pourquoi, par exemple, ne pas sortir de l'Europe ? Pourquoi ne pas sortir de l'Europe ? Parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de l'Union européenne. Déjà, c'est pas sortir de l'Europe parce que la France est un pays européen et nous sommes attachés à notre histoire, à notre culture. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas sortir de l'Europe, mais nous souhaitons réformer l'Union européenne de l'intérieur et c'est une possibilité qui sera offerte aux citoyens des pays membres de l'Union européenne à l'occasion de l'élection européenne du 9 juin prochain. Mais nous souhaitons, via une révision constitutionnelle, via un référendum, sanctuariser le fait que la politique nationale en matière de souveraineté migratoire soit au-dessus de toute autre considération et toute autre juridiction internationale, européenne ou mondiale. Edwige Diaz, on a beaucoup parlé des immigrés qui pourraient venir, ceux qui sont déjà là, ceux qui sont en situation irrégulière ou ceux qui disposent d'une carte de séjour. Quelle serait la politique du Rassemblement national vis-à-vis d'eux ? S'ils sont bénéficiaires d'une carte de séjour, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je veux Donc vous la renouvelez. Moi, je veux vraiment casser une caricature qui consiste, c'est nos adversaires d'ailleurs qui disent souvent ça, qui disent si vous êtes un étranger en France, vous serez forcément expulsé. Non, les personnes étrangères en situation régulière, qui sont intégrées dans notre pays, qui travaillent, qui éduquent correctement les enfants, qui ne laissent pas leurs enfants aller casser, brûler des voitures, ces gens-là ne risquent rien avec Marine Le Pen au pouvoir. Par contre, si vous vous maintenez illégalement sur le territoire national, que vous êtes arrivé en violant nos lois, si vous êtes, tendre avec l'idéologie islamiste particulièrement meurtrière dans notre pays, eh bien là, oui, je le dis, avec la plus grande fermeté, vous serez expulsé. C'est déjà le cas. Si vous êtes tendre, comme vous dites, avec évidemment une personne radicalisée, dangereuse et expulsée de France, voire emprisonnée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau par rapport à ça, Edwige Diaz ? Non, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, M. Darmanin détient un triste record. C'est celui du plus faible taux d'inexécution d'obligation de quitter le territoire français. M. Darmanin est le ministre de tous les records en matière d'immigration. Et quand on s'appelle M. Darmanin et qu'on détient donc 7% de taux d'exécution des OQTF, eh bien, je pense que ça n'honore pas un ministre de l'Intérieur. Je vous garantis que le prochain ministre de l'Intérieur de Marine Le Pen veillera à ce que les OQTF soient véritablement exécutés. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les OQTF, les obligations à quitter le territoire, c'est l'alpha et l'oméga de la politique du Rassemblement national. C'est pas du tout ce qui a été mis en place en Italie. C'était encore une fois le mur du réel à empêcher Giorgia Meloni d'appliquer son programme. L'exécution des OQTF, 100% d'ailleurs, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Voilà. Mais on voit que M. Darmanin n'a pas du tout la volonté politique d'appliquer ce programme. Moi, je le dis, il ne faut pas nous faire de faux procès en disant à Meloni ça marche pas, etc., etc. Il y a des choses qui fonctionnent en Italie, mais je le dis, nous ne sommes pas dans la même situation. Qu'est-ce qui marche en Italie ? Il y a un certain nombre, Madame Meloni a quand même indiqué qu'elle souhaitait empêcher les départs, accélérer les retours. Elle ne s'est pas transformée en immigrationniste. Et moi, je vous le dis, Madame Meloni, c'est une Italienne. Moi, je soutiens. Non, mais on a l'impression qu'elle a été, comme disent certaines personnes d'extrême droite, qu'elle a été dévorée par le système. Donc vous allez peut-être vous faire dévorer par le système que vous construisez aujourd'hui. Pardon de dire, nous ne sommes pas d'extrême droite. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je ne me lève pas tous les matins pour me résoudre à la politique de la fatalité. Je me lève tous les matins pour faire évoluer les choses. Parce que 80% des Français souhaitent moins d'immigration dans notre pays. Parce que 75% d'entre eux souhaitent un référendum sur l'immigration. Et je le dis, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella au pouvoir, nous n'aurons pas la main qui tremble et nous tiendrons tête à notamment la Commission européenne qui ne souhaite qu'une chose, c'est asservir les peuples et les soumettre à une vision technocratique de l'Union européenne que nous rejetons, que nous combattons. Et c'est pour ça que je demande aux Français de se mobiliser largement le 9 juin prochain pour faire en sorte que Jordan Bardella arrive en tête des élections européennes. Merci beaucoup.
Edwige Diaz, je rappelle que vous êtes députée Rassemblement National de Gironde. Merci Anna Bonaloum, vous étiez en duplex avec nous depuis l'Italie. Vous êtes donc journaliste et philosophe italienne.